en un mot seulement, hein, on va prendre 2 minutes pour vous présenter, Hugues Dumont et moi-même, le programme. Un mot d'abord pour dire que pour nous, de notre point de vue, en tout cas, l'année dernière a été une très belle année pour l'école. Il y a eu un programme qui était dense, qui était varié, aussi bien en sciences religieuses qu'en philosophie. Je vous rappelle que le coup d'envoi du programme avait été donné par le professeur Étienne Balibar il y a exactement un an. On est assez métronomique, hein. C'était la même date ou un jour près il y a un an. Et puis, surtout, nous avons pu organiser toutes nos activités, ou pratiquement, sur site à Saint-Louis, plutôt qu'en ligne ou en comodal, comme on dit parfois aujourd'hui. Et progressivement, on a même pu tomber les masques. Donc, c'était une très bonne année. Espérons que cela dure et que ça continue pour cette année-ci. Alors, la pandémie aura quand même apporté quelques innovations, techniques notamment. Désormais, ce sera le cas aujourd'hui, nous filmons toutes les conférences, les activités de l'école, ce qui permet de les mettre en ligne sur notre site et donc de les rendre disponibles. Donc si vous avez raté quelque chose, que vous voulez revoir quelque chose, la plupart de nos activités sont sous forme de vidéos en ligne sur notre site. Et je rappelle aussi, j'en profite tant que je parle du site, pour vous rappeler que sur ce site, qui est donc une page pour l'école, un certain nombre de pages sur le site de Saint-Louis, vous pouvez aussi consulter les détails des programmes, notamment les argumentaires, les résumés des conférences, des présentations des conférenciers, etc. Alors, cette année, donc, nous vous revenons avec un programme qui se veut encore varié, je dirais alternant des thématiques qu'on pourrait appeler fondamentales, avec des sujets d'actualité sociale. Il y a un peu des deux dans le programme. Alors, je vous présente rapidement les activités du côté philo, avant de céder la parole à Hugues pour les activités sciences religieuses, et puis bien sûr de revenir à la conférence de ce soir. Alors, du côté de la philosophie, je reprends les dépliants papier que vous connaissez bien. Et si vous ne les connaissez pas ou vous ne les avez pas, vous pouvez récupérer un exemplaire de ce dépliant. Il y en a toute une série qui se trouve sur la table au fond de la salle. Donc, n'hésitez pas à prendre un exemplaire. Et j'en profite également pour signaler à celles et ceux parmi nos habitués qui ont l'habitude donc, de recevoir ce programme par courrier postal chez eux, qu'à partir de l'année prochaine, nous ne l'enverrons plus par la poste, nous ne ferons plus d'envoi systématique par la poste. Néanmoins, si vous souhaitez continuer à recevoir ce programme par la poste, il suffit de nous le signaler, plus concrètement de le signaler à Julie Dahl, qui est notre gestionnaire administrative et pour tout dire notre cheville ouvrière de l'école, voire notre fée à baguette magique de l'école. Je saisis l'occasion pour remercier chaleureusement Julie pour tout son travail efficace et indispensable au sein de l'école. Donc petite digression, mais ceci pour dire que vous pouvez donc récupérer un programme ou signaler à Julie que vous souhaitez continuer à recevoir les programmes par la poste et on continuera à vous l'envoyer, ou ajouter votre adresse électronique si elle ne figure pas dans notre fichier d'adresse, si désormais vous voulez recevoir les programmes par voie électronique. Julie a prévu aussi une petite feuille qui se trouve sur la même table au fond pour laisser votre adresse électronique ou votre adresse papier si vous souhaitez donc avoir ces programmes sous une forme ou une autre. Alors j'en viens maintenant au programme côté philo. Donc, nous aurons la chance, après cette conférence-ci, d'accueillir le professeur Bruno Leclerc, qui est professeur à Liège. C'est le 17 novembre à 18h pour une conférence un peu du même format qu'aujourd'hui. Conférence sur le rapport entre philo-analytique et la philo dite continentale. La conférence s'intitule « Possibilités logiques, possibilités réelles ». Vous avez le résumé donc, de la conférence et la présentation de Bruno Leclerc sur notre site. Alors ensuite, j'avance dans l'année, nous aurons une journée consacrée à l'écologie politique, c'est le 31 janvier. La journée s'intitule « Partager la Terre, quelle écologie politique pour un monde commun ?» C'est une journée qui sera résolument interdisciplinaire puisque on aura un démarrage philosophique avec Paul Guilibert, qui est auteur d'un ouvrage qui s'appelle « Terre et capitale pour un communisme du vivant ». Donc c'est un philosophe. Donc on aura un démarrage philosophique et puis on entendra encore des philosophes, mais aussi d'autres collègues, essentiellement l'Université Saint-Louis, qui seront spécialistes de différentes disciplines, mais qui travaillent sur des problématiques liées à l'environnement et au sens large à l'écologie politique. Donc c'est une journée qui rassemble des collègues de Saint-Louis, on a déjà fait ce format-là à l'école, mais qui se veut aussi évidemment ouverte à tout le monde, donc tout le public est bienvenu. Alors ensuite, nous organisons une autre journée d'études, le 15 mars cette fois,
qui sera consacrée aux questions migratoires. Donc la journée s'intitule Philosophie, migration, hospitalité, citoyenneté, frontières. Donc là, on restera plus dans le périmètre de la philosophie, même si la question migratoire est, je dirais, presque par nature interdisciplinaire. Le programme précis de cette journée-là est en cours de construction. Il sera bientôt en ligne sur le site. Et puis alors, nous terminerons avec une chaire de philosophie. Ceux qui sont des habitués de l'école connaissent le modèle des chaires, c'est-à-dire 2 jours d'affilée, 4 demi-journées, 2 matinées, 2 après-midi. Notre invité sera Philippe Sabot, qui est notamment spécialiste de Foucault, et justement qui va venir nous parler de Foucault, sous le titre « Relations et vulnérabilité ». C'est un programme assez précis, divisé en 4 temps, 4 demi-journées. Là encore, vous avez tous les détails de ce programme sur notre site. Donc vous voyez, un programme qu'on a voulu, encore une fois, à la fois disciplinaire en philo et interdisciplinaire, dans l'esprit de notre école. Alors je donne la parole maintenant à Hugues pour présenter le côté blanc du programme, le côté sciences religieuses. Merci Isabelle. Donc voici en quelques mots les grands axes du programme de l'école pour le volet sciences religieuses. Nous inaugurons cette année un nouveau cycle de cours-conférences intitulé « Le Dieu des philosophes ». Ce cycle s'adresse à un public tant interne que externe à l'université, non spécialiste, du type honnête homme, désireux d'apprendre et prêt à écouter attentivement un exposé à la fois rigoureux et pédagogique d'un ou d'une philosophe à qui nous posons la question suivante: comment se présente pour vous la réflexion sur Dieu dans la pensée du philosophe que vous connaissez si bien? Le cycle comprend un cours-conférence de 2 fois 3 heures par semestre, chaque fois un mardi de 17h à 20h, à une semaine d'intervalle. Les 2 premiers philosophes que nous avons retenus cette année sont les 18 et 24 octobre Jean Ladrière et les 16 et 23 février Emmanuel Lévinas. Bon, quelques mots sur Jean Ladrière pour ceux qui ne seraient pas conscients de l'immensité de ce grand philosophe belge, philosophe aussi bien de la logique, des mathématiques et des sciences que des langages de la foi. Jean Ladrière a tenté de construire, selon ses propres termes, un rapport qui ne soit pas une simple confrontation, mais un rapport justifié, à la fois réfléchi et vécu, entre la foi et la raison. Pour examiner qui est Dieu dans sa philosophie, nous faisons appel au professeur Paulo Rodrigues, doyen de la faculté de théologie de l'Université catholique de Lille. Théologien et éthicien, il a consacré sa thèse de doctorat, publiée en 2017 chez Peters, à la rationalité de la théologie selon Jean Ladrière. Quant à la pensée sur Dieu d'Emmanuel Lévinas, elle sera présentée les 16 et 23 février par la grande spécialiste de Lévinas, Catherine Chalier. Auteur d'une œuvre majeure, professeure émérite à l'université Paris-Ouest-Nanterre, elle a notamment publié Judaïsme et christianisme, l'écoute en partage avec Fassler, La trace de l'infini, Emmanuel Lévinas et la source hébraïque, et tout récemment un très beau livre intitulé Comme une clarté fugitive, naître, mourir. À côté de ce cycle, ou plutôt dans son prolongement, la chaire de l'école des sciences religieuses, comme Isabelle l'a déjà signalé, chaque année, l'école confie une chaire de 2 jours à un chercheur de pointe dont les travaux en cours ou qui viennent d'être publiés méritent une attention et des échanges soutenus puisque ça dure 2 jours. Alors cette année, nous avons l'immense honneur d'accueillir les 2 et 3 mars prochains Jean-Luc Marion, professeur émérite à l'université Paris-Sorbonne, enseignant à l'université de Chicago et membre de l'Académie française. Auteur d'une œuvre reconnue internationalement, elle est traduite dans une dizaine de langues, son travail aussi entre histoire de la philosophie, phénoménologie et théologie. Il vient de publier en 2020 un ouvrage intitulé « D'ailleurs, la révélation », et c'est ce thème de la révélation qu'il développera pendant ces 2 jours, les 2 et 3 mars prochains. Troisième événement, chaque année, notre collègue Raphaël Gély, ici présent, organise une journée interreligieuse sur un thème à la fois latéral et éminemment significatif qu'il a l'art de choisir avec un soin qui justifie toute notre reconnaissance. Alors le 28 mars prochain, ce sera autour du thème du parfum qu'il réunira des représentants des traditions du judaïsme, du christianisme et de l'islam pour échanger leurs réflexions et leurs méditations.
Pour ne pas être trop long concernant les autres activités récurrentes de l'école, rattachées au volet sciences religieuses, je vous renvoie à notre site internet. Il s'agit du cours Religion d'Occident, judaïsme, christianisme et islam et société qui se donne maintenant pendant ce semestre. Il s'agit du certificat en sciences sociales et religieuses, l'islam dans le monde contemporain, qui organise cette année 3 conférences débats ouvertes au public et du plus haut intérêt. Et il s'agit encore du séminaire Foi chrétienne, textes bibliques et sciences humaines, animé par le doyen Claude Castiot, qui poursuit une lecture tout à fait passionnante de l'Évangile selon saint Jean. Et on peut prendre ce séminaire en cours de route, même si on n'a pas assisté aux 2 années qui précèdent. Voilà, je repasse la parole à François Host, qui va nous présenter notre conférencier, que je remercie déjà très vivement. C'est l'autre, c'est pas grave. Tu as dit François Host, c'est pas grave. Il est plus vieux que moi, donc c'est des années d'habitude. Alors, donc, je me tourne à présent vers notre conférencier de ce soir, qui donc fait donc l'honneur, le plaisir d'accepter notre invitation. Alors, lorsque nous avons pensé au nom de Thomas Berns, en fait, nous avions en tête l'actualité dramatique que tout le monde connaît, qui est celle de la guerre en Ukraine. Une guerre donc aux portes de l'Europe qui fait ressurgir ce spectre qu'on croyait plus éloigné de la guerre froide, voire même de la guerre sur le sol européen. Et nous avons pensé que notre école serait dans son rôle en vous proposant peut-être non pas une réflexion directement sur la guerre russo-ukrainienne, ça relèverait peut-être plus d'autres disciplines, mais avec le pas de recul qu'impose la philosophie, une réflexion sur le phénomène de la guerre d'une manière générale. Et alors c'est là que nous avons pensé à Thomas Berns, parce que, comme vous le savez sans doute, Thomas Berns a longuement déplié cette question. Il est en effet professeur à l'Université libre de Bruxelles, philosophe, spécialiste de philosophie politique et de philosophie du droit. Il travaille actuellement sur des questions de normes et sur de nouvelles formes de normativité. C'est aussi un spécialiste reconnu de la période de la Renaissance. Il a notamment publié un bel ouvrage sur la loi et le politique chez Montaigne et Machiavel. Alors, parmi ces publications nombreuses, j'épingle évidemment cet essai qui est directement en lien avec le sujet de ce soir, La guerre des philosophes, qui est un essai publié en 2019 aux Presses universitaires de France. Précédemment, Thomas Berns a publié Gouverner sans gouverner, une archéologie politique de la statistique, là aussi aux Presses universitaires de France, c'était en 2009, ainsi qu'en collaboration avec Laurence Blaisin et Gaël Jean-Marc, Du courage, une histoire philosophique, aux Belles Lettres en 2010. Je passe évidemment d'autres titres et des meilleurs. Sa conférence de ce soir est intitulée « Qu'est-ce qui nous empêche de penser la paix ?» Très beau titre d'ailleurs, d'emblée interpellant, puisqu'il retourne précisément ce que je vous disais à l'instant. La guerre nous semblait impensable, mais peut-être justement est-ce la paix qui l'est impensable. C'est ce dont il va nous entretenir. Donc je te passe la parole avec plaisir, Thomas, en te remerciant encore chaleureusement d'avoir accepté cette invitation. Je remercie aussi, puisque c'est la séance inaugurale, tous mes collègues du comité de direction de l'école et des 2 commissions, la commission qui organise le côté sciences philosophiques et la commission qui organise le côté sciences religieuses. Tout le monde travaille et je les en remercie très chaleureusement. Et je vous remercie aussi, vous public, pour votre soutien à l'école et pour votre présence ce soir. Voilà, la parole est à toi. Mesdames et messieurs, chers et chers collègues, merci d'être là. Merci à l'École des sciences philosophiques et religieuses, qui est une institution qu'on connaît tous de très longue date désormais, qui anime la vie bruxelloise. Merci surtout, évidemment, à celles et ceux qui sont derrière. Je ne les connais pas tous, mais enfin, au minimum, Julie Dahl, évidemment, Isabelle Host, Hugues Dumont, je suppose Quentin Landen à un moment ou l'autre, Raphaël, etc. C'est un plaisir d'être ici. J'ai toujours noué de bonnes, je veux dire agréables, relations philosophiques avec les collègues de Saint-Louis, et pas seulement avec les collègues philosophes, aussi avec les collègues d'autres départements. C'est un des avantages de travailler un peu sur des objets interdisciplinaires comme je le fais. J'y ai aussi noué des relations amicales, ce qui rend véritablement agréable le fait d'être là. Alors, j'ai donné un titre. Souvent, on
commence sa conférence en disant qu'on ne va pas tout à fait parler de ce dont on avait promis de parler. Eh bien, non, je parlerai bel et bien, je tenterai bel et bien de répondre à cette question dont j'avais remis le titre il y a quelques mois déjà. Qu'est-ce qui nous empêche de penser la paix ? Je dois dire que j'ai donné ce titre dans la chaleur de l'été, en pensant que tout était faisable. J'ai été un peu effrayé en me mettant au travail ces derniers jours, mais je vais quand même respecter exactement la question que je me suis dit que j'allais traiter. Je dis tout de suite, par ailleurs, que j'en traiterai uniquement d'un point de vue philosophique, sur la base de textes et de sources philosophiques, donc tout en ayant prévu mon exposé pour qu'il s'adresse, comme l'a dit M. Dumont, à l'honnête homme ou à l'honnête femme. Donc je n'ai pas prévu un exposé trop difficile, me semble-t-il. Peut-être y aura-t-il quand même un ou deux moments d'accélération, mais on va dire que aussi être lâché de temps en temps pendant une conférence, ça ne pose pas de problème. Mais donc, j'ai dit que je répondrais à cette question en me repliant sur un horizon philosophique. Ça veut dire que, tout en reconnaissant que j'ai bel et bien l'horizon guerrier dans lequel nous sommes actuellement, et d'autres horizons guerriers qui m'ont amené à penser dans les 20 années passées, parce qu'il n'y a pas que la guerre en Europe, il y a la guerre de par le monde, et j'ai toujours voulu penser depuis ces guerres. Toutefois, je ne suis pas là pour me positionner vis-à-vis de la guerre actuelle. Pour le dire de manière très plate, à la fois ce n'est pas mon travail, mais j'ai envie de dire, pour clore le sujet, que je ne crois même pas qu'on ait besoin de philosophes pour penser la situation guerrière actuelle, dont les choses me semblent être suffisamment claires pour qu'on sache où se trouve la justice, ne fût-ce que si on se réfère, je dirais, à ce qui est quand même un des principes les plus facilement accessibles pour évoquer cette chose difficile qu'est la justice, à savoir la publicité. On voit bien de quel côté se trouve la publicité, de quel côté se trouve face à cela le secret. De même, je crois qu'on n'a pas besoin de philosophes pour envisager cette guerre comme se développant dans la perspective, comme l'a dit Étienne Balibar, d'une guerre véritablement totale, avec les mobilisations énormes qu'elle réclame, mais aussi avec le développement de son caractère hybride, dont on peut tous apprécier d'une certaine manière les conséquences au jour le jour. Donc de tout cela, je ne parlerai pas. Je répondrai à la question que je me suis imposée, mais j'y répondrai de manière strictement philosophique et à partir des ressources que nous offre la philosophie. Alors, la paix n'est pas, à proprement parler, un objet de pensée classique des philosophes. Soit envisagée de manière générale et positive, elle apparaît comme ne cessant de se déborder elle-même, de déborder de son propre lit. Ainsi, Rousseau, qui évidemment à bien juste titre insiste régulièrement sur le fait que la paix ne se conçoit pas sans liberté, c'est-à-dire qu'elle ne se conçoit pas dans la servitude, Rousseau considère que, je cite, « le repos, l'union, la concorde de toutes les idées de bienveillance et d'affection mutuelle semblent renfermées dans ce doux mot de paix. Il porte à l'âme une plénitude de sentiments qui nous fait aimer à la fois notre propre existence et celle d'autrui. » Ce n'est évidemment que vrai, mais je ne suis pas là pour vous parler de tout ce que comporte donc ce doux mot de paix. Donc, soit envisagé à l'inverse dans son rapport le plus strict à la guerre, la paix apparaît comme le seul arrêt de celle-ci, au point de manquer aussi bien de consistance propre que, j'y reviendrai longuement, de consistance processuelle, de cheminement vers la paix. Soit encore, et ce fut le grand geste de Kant, dans un texte qui fut pourtant longuement considéré comme peu sérieux par les philosophes, la paix put à l'opposé être réfléchie dans son caractère perpétuel. Si un tel projet, dans le chef de Kant, visait bien à décrire de manière processuelle la sortie d'un état de guerre, c'était même ce que disait explicitement Kant, c'était en mobilisant pour l'essentiel des forces qui lui sont étrangères et qui sont étrangères à la situation de guerre. Bref, faire la paix, avec le supplément que ceci réclame vis-à-vis de la seule cessation des combats,
mais aussi avec son arrimage nécessaire dans des situations de guerre, faire la paix donc comme processus n'apparaît pas à première vue comme un objet de la philosophie. Je ne vais pas combler un tel manque, quand bien même je le voudrais. Je me propose bien plus humblement de vous montrer ce qui, dans la manière même par laquelle les philosophes se questionnent sur la guerre qui pour sa part est un objet extrêmement régulier, voire nécessaire, voire même obsessionnel de la philosophie, ce qui donc, dans cette manière par laquelle les philosophes se questionnent sur la guerre, complique, bloque, assèche même la possibilité de développer un discours sur le mouvement de la sortie de la guerre, c'est-à-dire sur le faire la paix. Avant d'entrer dans de tels développements, je tiens à préciser que ce qui a pu m'intéresser dans ces manières par lesquelles les philosophes pensent la guerre, et qui sont retracées dans le livre que citait gentiment Isabelle Ost, ce qui a pu m'intéresser donc dans ces manières, dans ces gestes par lesquels les philosophes pensent la guerre, était, outre leur relative pauvreté, donc je dis tout de suite, je vais parler de concept un peu pauvre, outre leur relative pauvreté en comparaison avec d'autres objets classiques de la philosophie, le fait que ces manières sont extrêmement stéréotypées et révélatrices dès lors de la dimension la plus technique de la pratique philosophique. J'y insiste, il ne s'agit pas ainsi de renvoyer la philosophie à un quelconque horizon fixe et immuable, mais bien de la saisir dans sa dimension technique, dans sa technicité, telle qu'elle se développerait en particulier et même par excellence face à cet objet extrême qu'est la guerre. C'est donc au contact de la guerre que la philosophie se fait la plus stéréotypée, et donc ça me permet de rendre visible ce caractère, cette technicité de la philosophie dans son sens le plus pauvre. Une dimension technique qui, comme on le verra, n'est pas loin de s'apparenter à des mécanismes de défense. C'est mécanismes de défense de la part de la philosophie. Pour développer toutes et tous des mécanismes de défense, on sait assez qu'ils répondent rarement bien à ce qui les provoque. Pire encore, les mécanismes de défense que nous développons habituellement face à toutes nos phobies entretiennent souvent ceux-là même dont ils sont censés nous protéger, voire y collaborent. Et c'est là donc que je retrouve la thématique que je veux traiter. Qu'est-ce qui nous empêche de penser la paix ? Ce sont ces mécanismes de défense que développe la philosophie pour penser la guerre qui nous empêcheront, comme je le montrerai, comme je le montrerai, de penser la guerre. On sait aussi que ce qu'on appelle des mécanismes de défense sont, dans leur structure, souvent extrêmement communs. C'est pourquoi je m'attacherai dans un premier temps à présenter quelques-uns de ces gestes typiques en les renvoyant toujours à des exemples tirés du corpus philosophique. Ce sera la plus longue partie de mon exposé, je dirais les 9/10. Dans un deuxième temps, qui sera lui beaucoup plus rapide, je dirai quelques mots de quelques traditions rivales les unes vis-à-vis des autres, qui, au sein de la philosophie et sur la base de ces techniques philosophiques, tentent de proposer une régulation de la guerre et des traditions dans lesquelles ces gestes philosophiques prennent place et donc ont pour conséquence que le discours philosophique, je vais employer un mot très commun, rate finalement la question de la guerre et s'empêche de penser la paix. Et j'énumère. Ce sera ça mon texte. J'énumère tout simplement une série de ces gestes qui me semblent être révélateurs donc, du discours philosophique sur la guerre, mais qui, en montrant ceci, me permet de mentionner une série de stratégies philosophiques typiques. En tout premier lieu, il y a la tentation à laquelle ne manque pas de céder régulièrement le discours philosophique, de rendre le conflit générique. Tout est conflit. Ce qui est premier, c'est le chaos. La guerre est générale. Ainsi, Platon, au début des lois, alors même qu'il prétend questionner le rapport entre politique et guerre en se frottant au problème de savoir si les vertus guerrières doivent inspirer le politique, nous dit, je cite Platon, « Tous les hommes d'une cité, toute leur vie durant, soutiennent en permanence un état de guerre continuel à l'encontre de toutes les autres cités, sans exception. » Vous voyez qu'il insiste, tous les hommes avec tout le monde, tout le temps, sans exception, etc. C'est la guerre. Les relations des hommes avec l'étranger sont donc par définition à penser comme étant des relations de guerre. Autre passage, tout voisin du précédent,
Lorsque la plupart des gens parlent de paix, ce n'est là qu'un mot. En réalité, de par la nature, chaque cité ne cesse d'être engagée contre toutes les autres dans une guerre sans déclaration. Notons le fait que cette guerre est évoquée dans son intraitable généralité par Platon, mais aussi qu'elle est fondamentalement dès lors une guerre non déclarée, c'est-à-dire une guerre constante, sans début ni fin. C'est à ce titre seulement qu'elle est vue comme un phénomène essentiel. Comme chez Hobbes, autre auteur que je vais mobiliser, et je prends plaisir évidemment à mobiliser ici des auteurs que tout sépare pour le reste. Comme chez Hobbes, la guerre est non pas un moment particulier, mais une véritable disposition. On sait tous que Hobbes, dans le Léviathan, rend compte de la nécessité de l'État en nous proposant, en amont de celui-ci et du contrat social qui y mène, la fiction d'un état de nature qui se définirait comme une guerre interindividuelle de tous contre tous. Dans cette situation théorique, dans cette fiction philosophique, sorte de tabula rasa comparable à celle produite par le doute cartésien à la même époque, aucune action des individus ne peut être considérée comme juste ou comme injuste. Une telle situation, de guerre de tous contre tous à l'état de nature, permet à Hobbes d'affirmer l'égalité naturelle. On oublie souvent que finalement la démonstration la plus forte qu'on a pu avoir de l'égalité naturelle se développe sur la base de cette question de la guerre, c'est-à-dire de notre capacité à tuer. Cette situation permet en effet à Hobbes d'affirmer l'égalité naturelle au sens où cette guerre exprime un manque d'inégalité naturelle, puisque personne n'est à l'abri de personne. Pour d'ores et déjà nourrir l'idée d'une généralité, d'une généricité du traitement de la guerre qui ne peut que nous empêcher de poser la question du faire la paix, dès lors que la guerre elle-même est envisagée comme un état général, bien éloigné de toute guerre conflictuelle, je vous propose de vous livrer à un petit exercice mental et à tenter, avec Hobbes en quelque sorte, à tenter en vain, je peux déjà vous le dire, d'imaginer ce à quoi peut ressembler une guerre de tous contre tous. Comment peut-on imaginer une situation comme ça? Si, on peut l'imaginer en théorie, mais imaginons le petit groupe que nous sommes ici, où tout le monde, tape sur tout le monde. C'est une impossibilité réelle, et c'est ça la prise de distance que je suis en train d'essayer de décrire vis-à-vis de la guerre. On comprend à ce sujet-là d'ailleurs que Foucault, dans « Il faut défendre la société », ait pu évoquer le texte de Hobbes comme donnant lieu à ce qu'il appelle une guerre de représentation, une sorte de représentation de la guerre, mais aussi de théâtralisation de la guerre, qui prouve bien que celle-ci n'a rien à voir avec la guerre réelle. Donc c'était mon premier geste, la fabrique d'une généricité de la guerre. Un deuxième geste philosophique qui accompagne et qui même renforce le précédent consiste à exacerber la guerre pour la questionner, à la porter à sa plus haute intensité, pour considérer qu'elle est absolue, totale, sans loi, sinon celle de sa propre intensification. Aucune norme n'y trouve place, aucune limite ne peut s'y imposer. En elle, chacun peut devenir l'ennemi de chacun, et toujours plus. Alors, ceci est suffisamment présent dans les situations évoquées par Platon et Hobbes pour que je ne doive y revenir. Citons plutôt cette définition de la guerre proposée par Clausewitz. Je cite Clausewitz, « La guerre est un acte de violence et il n'y a pas de limite à la manifestation de cette violence. Chacun des adversaires fait la loi de l'autre, d'où résulte une action réciproque qui, en tant que concept, doit aller aux extrêmes. » Dans son concept, réfléchi depuis sa logique propre et à l'exclusion de toute situation ou condition extérieure, la guerre consiste donc dans la montée aux extrêmes qu'elle dessine en rupture avec toutes les limites propres à la temporalité habituelle. En effet, l'usage de la force ne peut, si on réfléchit la guerre sur ce mode théorique, en tentant d'en définir le concept, aux yeux de Clausewitz donc, l'usage de la force ne peut que se proportionner sur la force de l'adversaire. Je cite de nouveau Clausewitz, « Seul le contrepoids qui réside du côté adverse trace des limites. En bref, la tendance à détruire l'ennemi est inhérente au concept de la guerre et à sa propre logique ascensionnelle et ne doit même pas donc, c'est ça que Clausewitz nous décrit, ne doit même pas
être renvoyé à la sphère passionnelle. Ceci a très bien été décrit par Eric Clemens, d'ailleurs. C'est le fait que, justement, c'est le concept de la guerre réfléchi dans toute sa pureté qui induit ce phénomène d'ascension, d'intensification. L'ampleur des moyens engagés s'adapte sans cesse à ceux de l'adversaire, mais celui-ci, je cite de nouveau Clausewitz, fait la même chose, d'où une nouvelle compétition qui, en théorie pure, implique une fois de plus une poussée aux extrémités. Donc on le voit, réciprocité et extrémité s'articulent de manière pure sur le plan théorique quand on questionne la guerre. Certes, et évidemment, Clausewitz, qui propose cette théorie pure de la guerre, pourrait-on dire, mais qui prend aussi, en bon militaire qu'il était, en considération la réalité de la guerre, Clausewitz ne cesse de nous dire que la réalité n'est pas à la hauteur de la théorie pure, et que c'est donc la réalité de la guerre qui va modérer cette logique ascensionnelle, en prenant en compte la météo, le fait qu'on ne sait pas où se trouvent les adversaires, la fatigue, toutes ces données matérielles en quelque sorte. Mais dans son concept, la guerre a ce format qui est celui de l'intensification. Et on sait surtout combien une telle définition de la guerre comme ascension aux extrêmes insiste malgré tout dans le texte de Clausewitz, mais surtout combien elle sera convaincante pour ceux qui feront ensuite l'apologie de la guerre totale ou qui la pratiqueront, donc qui quelque part mettent en place ce phénomène de montée en intensité. Donc deuxième geste, après celui de la généricité, celui de l'intensification. Un troisième geste constant ou régulier consiste à penser la guerre de manière analogique, que ce soit dans le chef de Platon, pour la renvoyer à ces modèles plus maîtrisés que sont le conflit au sein de la cité, voire plus globalement encore les rapports conflictuels entre l'âme et le corps. Platon nous propose ces analogies. La guerre, c'est comme le conflit entre l'âme et le corps, c'est comme les divisions dans la cité. Ou encore dans le chef de Hobbes, qui ne cesse de circuler dans le Léviathan entre la guerre interétatique, le spectre de la guerre civile qui guette la cité, et la guerre de tous contre tous à l'état de nature. Et il est très intéressant de lire le Léviathan en observant tous ces petits moments où Hobbes bascule d'un type de guerre à l'autre pour parvenir à la dire. Dans les deux cas, chez Hobbes comme chez Platon, notons que ces passages analogiques témoignent de la difficulté de penser la réalité du phénomène guerrier. L'analogie est une figure faible de la vérité, pourrait-on dire avec saint Thomas. Mais surtout, il offre aux deux auteurs l'occasion de montrer ce qui compte au final pour le philosophe, et ce n'est précisément pas la guerre elle-même. Si les analogies signalées permettent à Platon de monter en généralité, c'est ce que nous avons vu avant, elle l'amène aussi à considérer que seules importent ces formes de conflictualité qui peuvent se solutionner elles-mêmes en hiérarchisant les parties en conflit. L'âme vis-à-vis du corps, telle partie de la cité vis-à-vis de telle autre, ce qui n'est précisément pas le cas de la guerre, et qui donc fait que la guerre n'est pas une chose intéressante pour le philosophe, et n'est pas ce à partir de quoi il faut penser le politique. Pour Platon, c'est vraiment ça l'objet du début des lois. De même chez Hobbes, ces passages analogiques entre les trois types de guerres que j'ai signalés, guerre interindividuelle, guerre civile, guerre interétatique, aboutissent toujours au constat que seulement dans la cité, ou encore entre les individus, un contrat social est possible, alors qu'au niveau interétatique, l'état de guerre ne peut que subsister, il est véritablement indépassable. Quatrième geste, toujours voisin des précédents et toujours les justifiant et les renforçant, celui qui consiste à camper la guerre dans un rapport de pure extériorité. Généralisation et exacerbation concourent à camper la guerre dans un espace sans loi ni normes qui ne peut se regarder que de l'extérieur. Au cœur d'une telle répartition apparaît donc l'idée d'une séparation nette entre l'intérieur de la cité, intérieur politique donc, objet du regard du philosophe, où les parties en conflit peuvent être hiérarchisées, où les conflits doivent être solutionnés, et l'extérieur de la cité, chaotique, guerrier, ne pouvant être solutionné par le philosophe et ne devant même pas être pensé par la philosophie. Car tel était déjà le diagnostic que nous pouvons tirer d'une telle situation de la philosophie.
Ce qui est ainsi établi est la différence radicale entre la guerre extérieure et la politique intérieure, avec toute la connivence de la philosophie vis-à-vis de cette dernière. Bref, l'impossibilité d'une politique de la guerre. Il s'agit bel et bien de justifier en quelque sorte le politique en extrayant la guerre et en la portant toujours à sa plus haute intensité, à sa plus haute généralité, hors des murs de la cité. Je reviendrai sur ce point. Un cinquième geste par lequel se pense la guerre est celui de la délégation. Dès que la guerre est enfin pensée du point de vue de ses acteurs, c'est pour considérer ceux-ci comme nécessairement agis de l'extérieur, du dehors. Ils ne sont que la main ou le glaive de quelqu'un d'autre, quel que soit ce quelqu'un, quand leur action propre n'est pas simplement, comme chez les modernes, diluée dans la figure de l'État. Sur ce point-là, je reviendrai un peu plus tard. Ainsi, chez saint Augustin, on peut lire, je cite un long passage de la Cité de Dieu, de la Cité de Dieu, Dieu lui-même a fait quelques exceptions à la défense de tuer l'homme. Parce qu'en fait, la question simplement celle du péché, savoir dans quelle mesure, effectivement, toute forme de violence doit être considérée comme péché, ou est-ce qu'il est possible de considérer que certaines formes de violence s'en extraient. Donc Dieu lui-même a fait quelques exceptions à la défense de tuer l'homme, tantôt par un commandement général, tantôt par un ordre temporaire et personnel. En pareil cas, dans ces situations-là, donc, celui qui tue ne fait que prêter son ministère à un ordre supérieur. C'est ça que j'appelle délégation. Il est, poursuit Augustin, comme un glaive entre les mains de celui qui frappe. Et par conséquent, il ne faut pas croire que ceux-là aient violé le précepte « tu ne tueras point ». Ceux-là qui ont entrepris des guerres par l'inspiration de Dieu ou qui, revêtus du caractère de la puissance publique et obéissant aux lois de l'État, c'est-à-dire des lois très justes et très raisonnables, ont puni de mort les malfaiteurs. Peu importe que ce soit finalement Dieu qui soit pris en considération comme cette autorité ou que ce soit l'État, déjà dans le texte d'Augustin, mais aussi en cadre moderne, ou que ce soit le chef, etc., toujours la violence est nécessairement réfléchie comme étant déléguée dans le questionnement philosophique. On voit amplement combien ces différents gestes techniques du philosophe au sujet de la guerre ne font au final que nous en éloigner, c'est-à-dire précisément nous éloigner des normes, des rythmes, des solidarités qui articulent et organisent la guerre elle-même. C'est précisément ce qui peut ne pas être pensé. Une guerre intense, constante, générique, totale, etc., c'est précisément une guerre qui n'a pas de rythme de solidarité, d'organisation propre. Comme je l'ai dit, rien n'est plus éloigné d'une guerre que cette chose philosophique classique, cette fiction, qui emprunte aux différentes stratégies évoquées, cette fiction difficile à visualiser qu'est la guerre de tous contre tous. Rien n'est plus différent de la réalité de la guerre, avec ses fronts, avec les solidarités qui y règnent, avec les arrêts qui y règnent, que la fiction de la guerre de tous contre tous. La guerre se déploie dans des rythmes et au travers de normes qui sont précisément ce sur quoi la philosophie fait l'impasse quand elle se représente la guerre, alors même que seuls ces rythmes et ces normes de la guerre sont ce à partir de quoi pourrait se poser la question de la paix. Le prix, et avant tout donc le prix pour la paix, de ce mouvement de neutralisation philosophique qui plonge la guerre dans la généralité et qui passe par l'effacement de toutes les normes dans la guerre, est en effet que la politique ne peut en rien se présenter comme la difficile négociation dans la guerre. Elle est l'opposé extérieur de la guerre. Car tel est en effet le propos de Platon dans les passages que je vous ai cités, éloigner la guerre de la politique, ou celui de Hobbes qu'il a réduit à la condition théorique de possibilité de son propre dépassement dans l'État. Donc, quand Platon pense la guerre, c'est en fait pour asseoir le politique dans les murs de la cité. Ils ont besoin de la guerre dans son caractère total, générique, exacerbé, etc., à l'extérieur pour penser le politique. Or, de telles stratégies, analogie, exacerbation, généricité, délégation, de telles stratégies ne nous sont pas étrangères. Quand je dis nous ici, je veux dire nous communs quand nous essayons de penser la guerre, quand nous essayons de nous représenter la guerre. Nous faisons cela. Nous les déployons, ces stratégies, toutes et tous, quand nous nous heurtons à une situation de guerre comme maintenant.
Non seulement elles rendent impossible la question du faire la paix, mais en plus elles nous confrontent dans le fait que la guerre nous est étrangère, quand bien même ce sont nos propres armes et nos propres intérêts qui peuvent aussi la nourrir. Au risque de paraître me contredire, je voudrais proposer à ce stade une première conclusion. Je poursuis après, ne croyez pas que je m'arrête. Je voudrais proposer une première conclusion sur la base de l'analyse de ces quelques stratégies philosophiques, ou une première proposition plutôt. Sur la base de l'analyse de ces quelques stratégies philosophiques qui nous éloignent de la guerre, pour proposer de considérer que ce mouvement d'éloignement n'est pas seulement l'expression d'un rapport manqué, raté, parce que trop abstrait à la guerre, mais qu'il doit aussi être compris comme étant la guerre elle-même. La guerre comme ce qui se développe toujours au travers d'une production de distance vis-à-vis de cela même qu'elle fait. C'est aussi ce que font les armes, des armes de jet, des drones, etc. C'est toujours la production d'une distance. C'est ce que font les discours politiques et médiatiques autour de la guerre et dans la guerre et quand ils nourrissent la guerre. On peut dire qu'à sa manière, la philosophie participe à une production de distance par rapport à ce que fait la guerre et que cette production de distance, c'est la guerre elle-même. Une cinquième technique locale sur laquelle je souhaite m'arrêter un peu plus longuement, et ce sera le moment peut-être un peu plus difficile, je dois le dire, je le regrette aussi, et que je détache des précédentes parce que cette technique, cette stratégie, ce geste typiquement philosophique, a peut-être plus directement à voir avec la guerre elle-même, est plus proche de la guerre, je vous expliquerai en quoi. Cette cinquième technique, typique de la philosophie et qui donc neutralise la guerre à sa manière ou la met à distance, consiste à penser la guerre dans sa réalité depuis sa seule possibilité. La guerre est là parce qu'elle est possible. Ce geste, profondément philosophique, ou trop simplement philosophique, est bien évidemment au cœur de la description de l'état de nature comme guerre de tous contre tous par Hobbes, dont il prend soin de dire qu'il ne doit pas être confondu avec la réalité de la bataille. C'est-à-dire qu'il ne doit pas être confondu avec la réalité du combat, avec l'actual fighting, nous dit Hobbes. C'est seulement, nous dit Hobbes, une tendance. De même, nous dit-il, en bon britannique, que le temps pluvieux ne signifie pas nécessairement qu'il pleut de manière continue. Donc là, il y a un geste, et c'est un geste qu'on peut retrouver dans toute la philosophie, qui consiste à dire tout simplement il y a la guerre quand la guerre est possible. On trouve le même geste chez Kant, par exemple, dans son texte sur la paix perpétuelle. Je cite Kant, « L'état de paix parmi les hommes vivants, les uns à côté des autres, n'est pas un état de nature. Celui-ci est bien plutôt un état de guerre. Même si les hostilités n'éclatent pas, elles constituent pourtant un danger permanent. » L'état de paix doit donc être institué, ce n'est pas notre objet pour l'instant. C'est la question du danger permanent. Si la guerre est possible, il y a la guerre. C'est quoi la guerre ? C'est la possibilité de la guerre. Toute la partie de la doctrine du droit consacrée aux droits des gens, ça rime elle aussi sur ce point de départ d'une hostilité toujours possible. Si l'hostilité est possible, c'est la guerre. De ce point de vue, Kant est simplement dans la droite ligne des philosophes politiques qui l'ont précédé, de Platon à Hobbes. La guerre est naturelle et générale, voire générique, en ce qu'elle est tout autant réfléchie depuis sa possibilité et non depuis sa réalité. Là où Kant diffère, mais ce n'est pas l'objet de ma conférence, il diffère radicalement, c'est en considérant qu'il s'agit dès lors, même au niveau extérieur, de quitter cet état de guerre au profit d'un état de paix. C'est tout son projet de paix perpétuelle, mais ce n'est pas mon objet ici. On voit combien une telle structure de raisonnement non seulement participe du mouvement de généralisation déjà pointé, mais aussi combien elle est en tant que telle une manière de faire l'impasse sur sa réalité, puisque sa seule possibilité suffit pour en traiter. Cette pente, typiquement philosophique, qui consiste à penser l'être de quelque chose comme déjà contenu dans sa possibilité, concourt une nouvelle fois à généraliser la guerre dans ce non-espace extérieur aux cités et aux États, en ne cessant de confirmer la séparation nette entre l'intérieur civilisé, l'intérieur politique, pensable par le philosophe, l'intérieur de la cité donc, et un extérieur chaotique où règne sans cesse la possibilité de la guerre. C'est
la 5e technique que je voulais décrire, maintenant je vais un peu remettre ce que je viens de dire sur ce point-ci en question, et ce sera le moment un peu plus difficile. Toutefois, preuve qu'il ne s'agisse pas simplement d'évacuer les gestes philosophiques que nous évoquons, nous ne devons pas oublier que de la réalité de la guerre, plus que pour toute autre réalité, il s'agit toujours aussi d'apprécier la possibilité. La guerre, c'est en effet par excellence ce qui règne non seulement quand la bombe explose, mais aussi quand elle peut exploser. Et ça, c'est vraiment un problème qui m'a retenu et dont je dois bien dire que je n'en viens pas tout à fait à bout, même si je vais continuer d'en parler, qui est, il y a une spécificité de la guerre du côté de son rapport au possible, sans tomber dans le panneau que j'ai voulu décrire précédemment en disant le philosophe emploie cette facilité qui est de dire chaque fois que la guerre est possible, il y a guerre. Il n'empêche qu'il y a une spécificité de la guerre, si on tente de la penser dans sa différence avec d'autres questions essentielles comme la beauté, le plaisir, l'amour, toutes ces choses réclament aussi d'être pensées un peu du point de vue de leur possibilité. Mais il me semble qu'il y a une spécificité du côté de la guerre qui est son rapport à la possibilité dans lequel je vais un peu m'enfoncer, en faisant appel à un philosophe ou juriste plutôt que je n'ai pas beaucoup de plaisir à citer, à savoir Carl Schmitt, juriste nazi, donc, qui, pour échapper à toutes les abstractions dont je viens de vous faire part, d'une certaine manière, dont je viens de faire état, il ne les traite pas comme telles, mais son but est d'échapper aux abstractions au travers desquelles la philosophie traite habituellement la guerre. Mais aussi pour mettre la réalité de la guerre au cœur de la politique. Vous connaissez sans doute ces propositions schmittiennes qui sont, selon lesquelles le geste premier du politique, ce qui définit la politique, c'est distinguer l'ami de l'ennemi. Et ce faisant, pour se donner un concept pur de politique ou un véritable concept de politique contre Kelsen, autrement dit, c'est-à-dire un concept de politique qui résiste à toute forme de régulation par le droit, eh bien, pour faire tout cela, Schmitt se confronte, pour sa part, directement à cet enjeu de la réalité du possible, en se souciant précisément de sa concrétude. Alors, je ne dis pas qu'il thématise cela ou qu'il l'approfondit, mais il le signale de manière forte que je vais parcourir, et je me base, je ne vous le cache pas, mais j'y reviendrai un tout petit peu sur Politique de l'amitié de Derrida, d'ailleurs, dans cette lecture. Dans le chapitre 3 de la notion de politique, un chapitre qui est intitulé « La guerre, phénomène d'hostilité ». Et phénomène, ici, est Erscheinungsform. Donc, ce n'est pas une phénoménalité tout à fait univoque qui doit être ici prise en considération. Donc, dans ce chapitre, Schmitt insiste sur l'effectivité du possible, sur la présence de l'éventualité, sur la réalité du virtuel. Et j'espère que vous voyez tous, évidemment, le paradoxe dans lequel on s'enfonce, la réalité du possible. C'est ça son objet. En l'espace de 10 pages, affluent des formules comme, et je vais vous les citer parce que je trouve qu'elles nous font, à la fois, il faut rentrer dans le texte ici, mais aussi elles nous rapprochent de ce problème du rapport du possible à l'effectif que j'essaye de citer. Une opposition, je cite Schmitt, une opposition qui subsiste à l'état de virtualité réelle, du virtuel réel. Une lutte, je cite à nouveau, pour le moins virtuel, c'est-à-dire effectivement possible, du possible effectif en quelque sorte. L'éventualité effective d'un combat obligatoirement présent si l'on prétend parler de politique. Autre passage, le concept d'ennemi inclut au niveau de la réalité concrète l'éventualité d'une lutte. Donc c'est l'éventualité dans le réel. L'hostilité elle-même, entendue comme, je cite, « possibilité de provoquer la mort », reste néanmoins présente nécessairement sous forme d'une possibilité du réel. Donc on voit tout le jeu entre le réel et le possible dans lequel s'enfonce Schmitt. La guerre est cette hypothèse, cette réalité éventuelle qui détermine un comportement spécifiquement politique. Et à contrario, parce que vous voyez que non seulement je pointe ici des passages qui s'arrêtent sur cette réalité du possible, mais c'est celui-ci qui définit le politique, ou du moins le politique se définit au contact de ceci pour Schmitt. Et à contrario,
il y a sortie du politique pour Schmitt quand, je cite, « l'éventualité concrète du combat disparaît ». Donc l'éventualité concrète, de nouveau, une éventualité réelle qui disparaît. Autrement dit, quand disparaît, je cite à nouveau, l'éventualité de la situation décisive, c'est-à-dire celle du combat réel. Mais c'est une éventualité, toujours. Et l'acte de décider si cette situation est donnée ou non. En d'autres mots, je cite encore, mais je suis presque au bout de mes citations de Schmitt, un monde où l'éventualité de cette lutte aurait été entièrement écartée et bannie est un monde sans politique. C'est-à-dire que l'on croit pouvoir faire, je cite de nouveau, abstraction de cette éventualité concrète du partage ami-ennemi. Toute notion politique, dernière citation, n'a de sens que pour autant que cette discrimination subsiste comme une réalité, ou pour le moins virtuellement, au sein de l'humanité. C'est chaque fois du réel virtuel, autrement dit. Et c'est comme ça, à ce contact-là, que le politique se définit. En bref, j'ai encore une petite citation pour la route. La seule question qui se pose alors est de savoir si la polarité ami-ennemi existe ou non dans la réalité, ou comme virtualité du réel. Mais évidemment dans le chef de Schmitt, et c'est sur ce point-là évidemment que je veux reprendre immédiatement après l'avoir convoqué de la distance, évidemment c'est là l'objet de la décision politique souveraine. Le politique disparaîtrait s'il n'y avait plus, non pas cette éventualité, mais décision sur cette éventualité. C'est ça qui définit le politique. Le politique est celui qui décide de l'existence d'une éventualité concrète. S'il n'y a plus décision quant à la présence de la réalité possible de la guerre. Alors Derrida s'est longuement arrêté sur ces passages dans son superbe ouvrage Politique de l'amitié, et en particulier il note, parce que les passages que je vous ai cités ne sont, j'ai employé le mot thématisé, ne sont pas thématisés par Schmitt. Je veux dire, il dit ça au passage. Mais Derrida s'arrête longuement sur cette rencontre insistante de l'éventuel, de la présence et de l'effectif. Rencontre qui ne se laisse nullement interpréter, nous dit Derrida, depuis, je cite Derrida, depuis l'opposition conventionnellement aristotélicienne de la puissance et de l'acte. Ça, on pourrait dire que c'est ce qu'on a vu avant. Si la guerre est possible, il y a guerre. Ici, notre problème est tout à fait différent. Comme le précise Derrida, la guerre n'est pas l'actualisation d'une hostilité possible. Je cite Derrida, elle est la radicalisation d'une réalité possible ou d'une possibilité réelle. Donc elle est la radicalisation de ce point problématique que je note depuis le début, d'une virtualité réelle. Ça se radicalise. Ce n'est pas une actualisation d'un possible, c'est une radicalisation d'une virtualité réelle. Le possible, l'éventuel, ou même le présupposé, doivent ici être pensés dans leur présence, et même dans leur présence suffisante, qui se radicalise. C'est la réalité même de la guerre qui se module depuis une présence du possible, et seule cette présence, pour Schmitt, assure la spécificité du politique, c'est-à-dire seule cette présence d'une virtualité est l'objet de la décision politique. Est l'objet de la décision qui est constitutive du fait qu'il y a politique. Alors, sur cette base, il me paraît possible de dessiner une perspective radicalement anti-schmittienne, tout en partant de son souci de l'effectivité du possible, comme étant le cœur de la guerre. Donc, je répète le mouvement parce que je conçois qu'il soit un peu difficile. J'ai d'abord opéré une sorte de critique générale de la philosophie en ce qu'elle cède trop facilement à ce mouvement de généralisation dont j'ai donné plusieurs exemples, mais dont l'une des formes est le fait de dire si la guerre est possible, c'est qu'il y a la guerre. Dites ça à des pays en guerre. Si la guerre est possible, c'est qu'il y a la guerre. Contre cela, je montre qu'au contraire, Schmitt, lui, ne cède pas à cette voie, pourrait-on dire, abstraite sur la guerre, qu'il prend en considération justement le fait que la virtualité doit être déjà quasi dans le réel. Il prend en considération cette proximité entre le réel et le virtuel comme étant le propre de la guerre. Si Schmitt veille à ne jamais donc donner un sens abstrait et général à la possibilité de la guerre, si au contraire il va le traquer dans son caractère le plus concret, c'est cependant pour d'autant mieux élaborer un concept absolument général et pur de politique en lien avec cette possibilité. Un concept qui non seulement équivaut à décider de la présence de la guerre, mais surtout qui se vérifie dans le moindre soupçon de possibilité effective, car la guerre ne cesse de ressurgir
et ce, même au sein, pour Schmitt, et a fortiori au sein de toute tentative de la réguler. Le libéralisme, l'universalisme sont décriés par Schmitt parce que leur prétention à l'exclusion de la guerre n'est qu'une autre manière de faire la guerre, c'est-à-dire n'est qu'une autre manière d'assurer ce rapport entre éventualité et réalité. Alors, à l'opposé, et je serai très bref sur la prise de distance que j'effectue par rapport à Schmitt, à l'opposé de ce que je viens de présenter comme étant schmittien, c'est-à-dire non pas à l'opposé de son souci de s'approcher de cette éventualité réelle, mais à l'opposé de son souci à vérifier le fait politique par définition sur cette base-là, je propose de considérer que prendre soin de ce lien extrêmement complexe de la guerre à sa possibilité est précisément le matériau à partir duquel élaborer une pensée du faire la paix. Faire la paix, c'est au contraire, c'est refuser les grands gestes abstraits que j'ai dit tout à l'heure, à savoir l'idée générale que la guerre est toujours possible, que dès lors que la guerre est possible, il y a guerre. C'est refuser le geste de Schmitt qui va toujours vérifier le politique dans son format le plus belliqueux, en quelque sorte, en considérant qu'à tout moment la guerre ressurgit. Certes sur un mode concret, mais par définition elle ressurgira, même quand on tente de la repousser, même quand on tente de s'en éloigner. Contre cela, ce que je propose, c'est de mettre en avant comme premier matériau pour penser ce que c'est faire la paix, le fait d'entrer dans ce rapport entre virtualité et réalité, qui est le propre de la guerre. Effectivement, incontestablement, comme je l'ai dit, la guerre, on ne peut pas la prendre en considération uniquement du point de vue de son actualité totale. Je veux dire, quand la bombe est là, bien sûr, c'est la guerre. Il faut la mesurer du point de vue de sa possibilité, mais non pas pour généraliser celle-ci à la sauce schmittienne, dans une perspective belliqueuse, mais au contraire pour la freiner, pour la retenir. Encore 5 minutes, ça va? Je suis presque au bout. Je n'ai plus que ma deuxième partie, mais qui est toute brève, je vous rappelle. Je vous rassure. Je conclus juste ces premiers mouvements. Ces différentes stratégies que j'ai citées, généricité, intensification, analogie, délégation, possibilité, permettent aux philosophes de dire la guerre. Ils permettent aux philosophes de s'en protéger, c'est-à-dire de la mettre à l'extérieur de son champ, pour se replier sur le politique, sur l'interdolacité, etc. Ils ont pour conséquence d'empêcher la question du faire la paix, à la fois parce qu'elle est extérieure, mais aussi parce qu'elle est toujours pensée dans son intensification, toujours pensée comme étant là dès qu'elle est possible, etc. Puisqu'elle est générale, prise dans des processus d'intensification toujours possibles, et surtout ailleurs, la guerre, ainsi pensée, ne peut pas donner lieu à la question du faire la paix. Mais l'analyse de ceci, tel que je viens d'apporter, permet de faire de cette production de distance, premier point, aussi bien que de ce rapport au possible, le socle à partir duquel pourrait s'enraciner notre question du faire la paix. Donc mes deux sous-conclusions, si vous voulez, la guerre c'est la production de distance et la philosophie tombe dans cette production de distance. Deuxièmement, le rapport au possible, mes pensées telles que je viens de le faire, me semblent être les conditions à partir desquelles peut s'ouvrir la question du processus de paix, du faire la paix. Ces différentes stratégies se retrouvent elles-mêmes dans les tentatives philosophiques de normer la guerre, malgré les différences, voire les oppositions entre ces différentes tentatives, que je voudrais parcourir rapidement, et je serai beaucoup plus général sur ce point-ci, beaucoup plus en surplomb, mais je trouvais normal aussi, à partir du moment où mon exposé portait sur la philosophie, la guerre, la paix, je trouvais aussi normal d'évoquer très rapidement, et sans surprise sans doute pour la majeure partie d'entre vous, les quelques grandes théories de la guerre qui utilisent les gestes que j'ai décrits précédemment. Sans surprise, ces discours normatifs sur la guerre se partagent très classiquement entre le discours des anciens et le discours des modernes, et ça ne veut pas dire que les anciens sont périmés, loin de là. La première de celles-ci, la première de ces tentatives, est bien entendu celle qu'on réduit habituellement à l'idée de guerre juste, telle qu'elle fut essentiellement développée à l'époque médiévale, de saint Augustin à saint Thomas d'Aquin et au décret gracien. Cette théorie permit de cerner une série de critères qui rendent la violence légitime malgré le socle pacifiste du message évangélique, puisque c'était bel et bien cela qui rendait nécessaire le questionnement sur la guerre pour un saint Augustin.
C'était une situation extrêmement concrète. Il s'agissait de se demander si j'ai un centurion, est-ce que je dois dire qu'il est dans le péché ou pas. Il s'agit simplement de ça. Et avec toute la différence, évidemment, entre une Rome encore païenne et puis une Rome qui devient chrétienne, exactement à la même période. Donc ce sont des problèmes très concrets qui sont posés à Saint-Augustin. Parmi ces critères, il y a évidemment celui que j'ai signalé déjà tout à l'heure, de l'autorité légitime, avec tout le doute quant au fait de savoir si l'autorité légitime, c'est le chef, c'est l'État, c'est l'Empire romain christianisé, pas christianisé, ou si c'est au contraire Dieu, et toutes ces subtilités propres aux théologico-politiques, je les laisse de côté. Pour m'arrêter sur les deux autres grands critères, qui sont importants parce qu'ils continuent d'être exploités de nos jours, à savoir, d'une part, le critère de la cause juste, c'est-à-dire l'injustice commise par autrui, et d'autre part, celui de l'intention droite, c'est-à-dire le fait que la réponse guerrière à cette injustice est exclusivement mobilisée en vue de rétablir la justice. Et il y a une extrême rigueur au texte déjà de Saint-Augustin, mais plus encore, évidemment, 8 siècles après, chez saint Thomas, dans le décret gratien et dans toute la littérature sur la guerre à la fin du Moyen-Âge. Il y a une extrême rigueur dans la combinaison de ces éléments. Autorité légitime, avec l'équivoque qui l'habite, évidemment, cause juste, c'est-à-dire l'injustice de l'adversaire, et intention droite, c'est-à-dire ce qui fait que je fais la guerre, qui est un critère fondamental, pour le dire de la manière la plus concrète. C'est pas parce qu'il y a invasion de tel ou tel pays que pour autant je ne réagis pas pour attraper des puits de pétrole ou par pur souci de vengeance, dirait Saint-Augustin, par volonté de m'étendre, etc. Donc l'intention droite est toujours là aussi pour s'ajouter à la question au critère de la cause juste. Une telle théorie, très, très solide, je vous dis, qui subsiste de ce point de vue-là, il y a très peu d'inventivité philosophique sur la question de la guerre du Moyen-Âge à nos jours. Une telle théorie a ainsi pour caractéristique première d'envisager la réalité guerrière comme mettant face à face des êtres, ça c'est l'élément important, des êtres qui sont pensés fondamentalement dans leur inégalité morale. Les uns étant porteurs d'une injustice, les autres étant animés par le projet de répondre à cette injustice et de rétablir la justice. C'est ça la guerre, c'est cette relation d'inégalité. C'est une manière de penser la guerre, très solide. À l'opposé, une seconde stratégie, et ce sont évidemment les modernes, c'est ça la rupture moderne sur cette question-là, une seconde stratégie typiquement moderne permettant de se représenter philosophiquement la guerre consistera à considérer celle-ci comme la relation mettant aux prises des êtres considérés dans leur égalité fondamentale. Je cite ici Aimère de Vattel, par exemple, même époque que Rousseau, milieu du XVIIIe siècle. La guerre en forme, quant à ses effets, la guerre en forme, c'est la guerre régulière, c'est la guerre des modernes, si vous voulez, c'est la guerre pensée depuis le droit. La guerre en forme doit être regardée comme juste de part et d'autre. C'est ça la guerre. C'est ce qui doit être regardé comme juste de part et d'autre, en tout cas quant à ses effets juridiques. Donc, penser les êtres, la guerre consiste à penser les êtres dans leur égalité fondamentale. Cette égalité de droit et l'impossibilité de discriminer sur le plan moral quant aux actions de chacune des parties, étant précisément ce qui définit la situation guerrière. C'est ça la guerre, c'est quand tout le monde croit avoir raison. Vous voyez qu'on est dans une inversion radicale. C'est ce qui permet donc de définir la guerre, mais c'est aussi ce qui permet alors de produire du droit dans la guerre, et même des limites de celle-ci, et ce prétendument contre le spectre d'une guerre totale, d'une guerre qui ne cesse de croître, d'une guerre sans fin, d'une guerre d'extermination qui, soi-disant, pouvait découler de la première perspective, à savoir celle selon laquelle les combattants sont par définition dans un rapport d'inégalité. Rapport d'inégalité du point de vue de la théorie de la guerre juste, rapport d'égalité du point de vue de la guerre en forme, de la guerre des modernes. Et de ceci est exemplaire, par exemple, ce très bref passage de Rousseau, tout à fait froid, tout à fait limpide. La guerre n'est donc point une relation d'homme à homme, mais une relation d'État à État. Et les États doivent être considérés dans leur égalité, comme le dit Vattel. Alors, ces deux concepts de guerre juste et guerre en forme, ou guerre par la morale ou par la théologie, versus guerre par le droit, le premier fondé donc de manière morale et le second organisé de manière juridique, offre une opposition incontestablement structurante.
Il en va bel et bien de deux possibilités fondamentales permettant de se représenter encore de nos jours ce qu'est un conflit guerrier. Et c'est pour ça que j'aime bien répéter ces théories, aussi sommaires soient-elles, c'est parce que ça permet de penser ce qu'est la guerre, effectivement. La difficulté majeure, et elle n'est pas moindre, est qu'elles s'opposent et même s'excluent, alors qu'elles semblent l'une et l'autre fondamentalement nécessaires pour penser la réalité guerrière. Surtout, parce que je reviens plus à mon sujet, toutes deux, en exploitant les différentes stratégies que nous avons pu parcourir, parce que toutes les stratégies que j'ai parcourues, on les trouve dans ces deux théories, et elles sont communes aux deux théories, si vous voulez. Toutes ces deux théories se développent en neutralisant, voire en niant la réalité guerrière. Et je vais, quitte à tomber un peu dans la rhétorique, citer quelques exemples de cette manière de nier la réalité guerrière pour la normer. Ainsi, l'idéal augustinien, abondamment repris par saint Thomas, est celui d'une guerre pacifique, d'une guerre pour la paix, d'une guerre animée par la paix, d'une guerre entendue même comme un acte d'amour. De même, je vais chez les modernes, chez Rousseau, mais on le trouve chez Clausewitz, on le trouve même chez Carl Schmitt. Tous s'attacheront à penser la guerre repliée sur l'État, en ce qu'elle est dès lors éloignée de toute forme d'hostilité haineuse, dépourvue de toute consistance virale. La guerre comme acte d'amour, la guerre sans hostilité. Ça, c'est les inventions des philosophes que j'essaye de chatouiller un peu. Vattel, ce contemporain de Rousseau que je citais tout à l'heure, va jusqu'à considérer que les populations civiles pourraient, il le dit quand même au conditionnel, continuer à vaquer à leurs occupations et vivre, je cite, en sûreté, comme s'ils étaient amis. Parce que la guerre, c'est une histoire entre États. En bref, puisqu'il me faut conclure, ces tentatives philosophiques majeures de réguler la guerre, qui se nourrissent, parce que c'est ça évidemment mon point ici, qui se nourrissent abondamment des gestes philosophiques d'abstraction que j'ai analysés, transforment la guerre en son contraire et s'empêchent ainsi de la considérer comme le socle à partir duquel penser la paix. Je termine en isolant un troisième registre de neutralisation de la guerre, depuis son traitement philosophique, qui me sert simplement, ce sont mes derniers mots, qui me sert simplement à marquer l'échec des précédentes, par le pas de côté qu'il dessine, c'est-à-dire par le fait qu'il prétend réguler la guerre en sortant explicitement de son champ. Il s'agit des gestes intellectuels récurrents qui sont exactement de la même époque que les propos de Rousseau, que les propos de Vattel que je citais précédemment, qui, une fois accepté la réalité de la guerre, veulent considérer que son dépassement peut s'envisager de manière naturelle et spontanée en ce qu'il serait porté par les relations d'intérêt des individus ou des peuples, ce que Montesquieu, exact contemporain des précédents, appelle le doux commerce, ou encore par des relations culturelles, l'idée de la République des lettres et des échanges d'idées, qui ne peuvent manquer, pour leur part, de transgresser les frontières qui resteraient sujettes, pour le reste, aux relations guerrières. Dans ce troisième registre, il s'agirait donc de protéger les possibilités spontanément pacificatrices de l'échange, et en conséquence, le dépassement de la guerre ne serait définitivement plus à charge de l'espace même de la guerre, ni même de la politique, et il serait pensé comme spontané. C'est vraiment ça l'idée du doux commerce, l'idée de la République des lettres. C'est quelque chose d'extrêmement présent dans Vers la paix perpétuelle de Kant, ce texte dont je faisais l'éloge, qui est finalement, à peu de choses près, parce qu'il y a quand même le principe d'hospitalité chez Kant qui est une chose merveilleuse et qu'il faut maintenir, que je n'ai pas voulu traiter ici. Mais pour le reste, on a l'impression en lisant Kant que la dynamique de dépassement de la guerre viendra d'ailleurs, non pas du champ politique, non pas de la réalité de la guerre évidemment, mais du commerce et de la culture, voire de la philosophie. Merci beaucoup. Je peux m'asseoir si tu veux. C'est comme tu préfères. Peut-être un peu m'asseoir. Je vais juste récupérer un